Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un débrief, assez complet sur, ce Giro, donc qui a le final a eu lieu aujourd'hui avec, la victoire finale de Simon Yates, on va y revenir et au-delà de ce Giro, j'avais envie de développer mes arguments sur, la question: «Est-ce un grand Giro ou pas?» Hem, on va y revenir, mais d'abord la course, grosso modo. Alors on va commencer par le plateau. Le plateau était pour moi en dessous d'un niveau de grand tour. C'est-à-dire qu'on avait et justement c'était pour cela que beaucoup de gens, étaient excités à propos de ce plateau parce qu'il n'y avait pas vraiment de grands favoris. Il n'y avait pas un des 3 grands, c'est-à-dire Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Donc sans les 3, on était dans une situation où finalement tout était ouvert. Il n'y avait pas vraiment. Alors, il y avait bien sûr Ayuso et Roglic qui étaient les 2 grands favoris. Pourquoi? Parce que Roglic, évidemment, il a 4 grands tours derrière lui, c'est-à-dire, 5 grands tours, pardon, 4 Vuelta et 1 Giro. Et Ayuso, lui, il a fait podium sur la Vuelta et évidemment, il fait un début de saison tonitruant. Mais au-delà de ça, on n'avait pas vraiment le crack absolu. On n'avait pas le champion, le gars hors norme, le Vingegaard, le Pogacar. On n'avait pas les 2 cracks. Et donc, ça offrait d'autres perspectives. On se disait, il va y avoir du suspense. Il y avait une deuxième chose qui était très importante sur ce Giro, c'était le parcours. Un parcours où, pour moi, je l'ai dit depuis longtemps, c'est l'un des pires parcours de l'histoire des grands tours que j'ai jamais vu. Un parcours où vraiment tout était fait pour que pendant 16 étapes, jusqu'à la 16e étape, on s'emmerde. C'est-à-dire qu'il ne se passait rien 16 étapes. Et je pensais qu'on allait assister à une explication finale dans le Finestré et que la course serait cadenassée jusqu'alors, etc., etc. Eh bien, je me suis trompé. C'est-à-dire que on pouvait imaginer. Alors, certes, on le savait que ça allait jouer sur le Finestré, c'était évident. C'était la seule vraie grande ascension de ce Giro parce que le Mortirolo, c'était une parodie de Mortirolo, c'était pas le vrai Mortirolo. On va y revenir. Mais au-delà de ça, on a eu du spectacle chaque jour. Et justement, parce que le parcours n'était pas si sélectif et pas si difficile que ça, des coureurs qui étaient moins forts, qui étaient moins fragants, mais qui avaient envie de tenter les choses, qui avaient envie de reprendre du temps, ont tenté. Je pense à Egan Bernal, je pense à des Derek G, je pense à des coureurs comme ça qui n'étaient pas forcément les meilleurs coureurs à la pédale, mais qui avaient l'espace pour tenter des choses. Parce que justement, le parcours n'était pas si sélectif que ça. Donc ça, c'est déjà quand même un point extrêmement positif. C'était que finalement, le fait que le parcours ne soit pas si difficile, pas si sélectif, et qu'il offre assez peu d'opportunités, justement, permettent à ce que les coureurs aient plus de velléité. Et surtout, on a eu des événements très importants puisque, en fait, c'était une première semaine à rallonge. On dit toujours dans les grands tours, la première semaine, c'est la semaine la plus nerveuse. C'est là où on est le plus nerveux parce que la montagne n'est pas arrivée, parce qu'il n'y a pas des écarts, etc. Mais justement, la première semaine a duré 2 semaines. On n'a pas eu d'étape de montagne. Pendant 2 semaines sur le Giro, il n'y a pas eu une seule étape de montagne. Ce qui est unique. Moi, ça m'est jamais arrivé de voir ça. Il y a toujours un petit Etna, un petit Blockhaus, vous savez, un peu des petites arrivées un peu sèches comme ça, mais au moins une première explication de favori, des premiers écarts. Là, nada. On n'a rien eu. La 7e étape, je suis désolé pour ceux qui le considèrent comme une étape de montagne, c'était une course de côte, c'était un mur de 2 km. Un mur entre guillemets, parce que c'était pas si difficile que ça. Donc vraiment, on n'a rien eu. Et je le dis, et ce qui a été très marquant sur ce Giro, au-delà de ce parcours qui était extrêmement bizarre, c'était surtout, excusez-moi, l'abandon des principaux favoris ou le fait que ces favoris, je pense à Ayuso, étaient extrêmement diminués. Roglic qui abandonne, Ciccone qui marchait très bien, qui marchait très très bien, Ciccone, qui abandonne, et Ayuso qui subit une piqûre d'insecte, une allergie, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu, etc., mais qui ne pouvait pas défendre ses chances. Donc on s'est retrouvé très très vite avec finalement les gens qu'on citait comme outsiders, c'est-à-dire les Del Toro, les Carapaz, les Simon Yates, les Derek G et compagnie, en tant que favoris, en tant que
coureurs qui luttaient pour la victoire finale. Il y a eu un autre événement qui est aussi passé peut-être un petit peu inaperçu, mais qui était très intéressant. C'était le contre-la-montre. Le contre-la-montre, en général, il permet d'établir une certaine hiérarchie. C'est-à-dire que il permet de savoir qui est bien, qui est pas bien, etc., etc. Mais ce contre-la-montre-là était extrêmement bizarre parce que pendant toute la première partie, quand les spécialistes se sont élancés, c'était sec. Et puis, il y a eu la pluie, une pluie battante où c'était plutôt de la technique que de la puissance pure parce qu'il fallait virer très bien, il fallait pas tomber. Egan Bernal est tombé, par exemple. Et on pouvait perdre beaucoup de temps sur un chrono contre-la-montre comme ça, mais on pouvait pas reprendre énormément. On pouvait pas en reprendre énormément, on pouvait pas tout donner sur ce contre-la-montre. On pouvait pas tout donner. Et donc, c'était très intéressant. Ceci étant dit, il faut rendre César ce qui est à César. L'analyse de Nicolas Fritsch, qui a dit une chose qui était extrêmement intéressante. Il a dit: moi, je suis content qu'il n'y ait ni Pogacar ni Vingegaard parce qu'on va enfin avoir du suspense. Et effectivement, je suis d'accord. L'année dernière, c'était très compliqué. Le Giro l'année dernière, c'était très compliqué parce qu'on avait des amateurs face à un seul coureur qui avait un niveau. On avait Martinez et Geraint Thomas face à Tadej Pogacar. C'était une boucherie. Et je vous confirme que si évidemment Tadej Pogacar avait posé ses roues sur ce Giro, ça aurait été une boucherie dès l'étape d'Estrade Bianche. Euh, Del Toro il a fait une superbe étape. On s'est régalé sur cette étape, magnifique étape. Mais si Tadej Pogacar avait été présent sur cette étape d'Estrade Bianche, ça aurait été 3 minutes dans les dents pour tout le monde. Ça aurait été une boucherie absolue. C'est-à-dire qu'on aurait eu Del Toro à la planche pour Pogacar, ça aurait été une boucherie, mais vraiment un massacre. Pareil pour le Finestré. Si Pogacar avait été sur le Finestré, il aurait attaqué dès le pied, ça aurait été 5 minutes, 6 minutes d'écart avec le deuxième, avec Simon Yates. Ça aurait été une boucherie. Donc évidemment que ça met en perspective. Ceci étant dit, il y a eu quand même un problème pour moi, c'est que on a eu qu'une seule grosse ascension dans ce Giro. Le Finestré qui est évidemment une ascension terriblement décisive, mais il y a eu des années où Finestré n'était pas si décisif que ça. 2018, il l'a été, effectivement. Mais si on remonte par exemple à 2011, si on remonte à d'autres années comme ça, 2007, je crois qu'il y avait le Finestré. 2008, il y a eu le Finestré aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était pas décisif. Ça n'a pas été si décisif que ça, ces années-là. Donc, il y a eu d'autres années où Finestré n'a pas été si décisif que ça. Parce qu'il y avait eu d'autres étapes de montagne, d'autres très grosses étapes de montagne. Là, on savait, Finestré, c'est là où ça se joue, quoi. C'était sur Finestré que ça allait se jouer. Il y avait pas moyen, si vous voulez, avec ce plateau-là et avec ce parcours-là, que le Giro se joue avant Finestré. C'était pas possible. Alors, évidemment, il y a eu la 16e étape, qui était une étape très spectaculaire aussi, évidemment, mais qui n'était pas, encore une fois, c'est une belle étape de montagne, mais il n'y avait pas du Zoncolan, il n'y avait pas du Mortirolo, il n'y avait pas euh, de Stelvio, voilà, il n'y avait pas de gros cols, quoi. Vraiment, les cols mythiques du Giro, des trucs vraiment qui te disent waouh, quoi. Tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose sur une étape comme ça. Et ça, pour moi, c'est dommage parce que le Giro a réussi son pari. C'est-à-dire que ils savaient, ils ont soupçonné, ils les espéraient que non, mais ils savaient qu'ils n'auraient pas eu un gros plateau. Donc, ils ont préféré tout miser sur le suspense. Mais c'est toujours à double tranchant ce genre de choses. Alors là, cette fois-ci, on a eu une course de mouvement parce qu'on a eu des coureurs offensifs, on a eu des coureurs qui avaient une envie. Je pense à Carapaz qui a été exemplaire sur ce Giro. Je pense à Egan Bernal qui s'est battu comme un lion. Derek G qui a pas couru toujours bien, mais qui a quand même fait une étape, un Giro plutôt solide. Je pense que sa première semaine de Derek G, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire sur un grand tour. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que Derek G, il avait les jambes pour faire beaucoup mieux que ça. Mais malheureusement, il a mal couru, tout simplement. Il a mal couru. Il a pas fait les bons choix. Il a encore aujourd'hui sur le Finestré, il n'a pas fait les bons choix. Donc c'est dommage. Mais bon, il a fait quand même un très beau Giro. Après, il faut dire ce qui est Isaac Del Toro et la grande révélation de ce Giro, évidemment. Mais Isaac Del Toro, encore une fois, moi, j'ai entendu, c'est le nouveau Pogacar, il est comme Tadej Pogacar.
il y a des similitudes entre les 2. Il y a des similitudes dans le style d'abord. Ce sont des coureurs très fins. Ils se mettent en danseuse à peu près pareil. Ils ont un côté explosif aussi qui est très, très prononcé chez les deux. Il y a vraiment quelque chose en commun entre les deux. C'est vrai que, c'est vrai que Isaac Del Toro, dans sa manière de courir, dans sa manière de s'exprimer sur un vélo, ressemble à Tadej Pogacar. Mais attention, euh, aujourd'hui, pour moi, il a prouvé qu'il ne sera jamais Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, dans la situation d'Isaac Del Toro, jamais il aurait couru comme ça. Jamais. Il n'aurait jamais couru pour perdre. Pogacar, c'est un winner dans l'âme. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucun moyen que quand Simon Yates, qui a 1 minute au général, part à l'attaque et prend 1 minute d'avance, il n'y a aucun moyen qu'il joue un jeu avec Carapaz et qu'il ait des regrets à plus tard. C'est pas possible. Pogacar, il aurait fait quoi? Il se serait mis à la planche, à 8 km dès l'entrée des graviers, il aurait dit Carapaz, c'est plus mon problème, je donne tout jusqu'en haut. Si Carapaz m'attaque, tant pis, mais au moins je n'ai pas de regret. Et s'il ne m'attaque pas, si on réduit l'écart à 30 secondes, 20 secondes, il y a possibilité, parce que comme il y a de ses proches, qu'ils puissent collaborer dans la descente et que tout se regroupe pour s'estrier. Il aurait couru comme ça. Il aurait couru comme ça. Est-ce qu'il aurait gagné? Je sais pas. Possible que non. C'est possible qu'il aurait pas pu, il aurait rien pu faire. Samuel était plus fort, etc. Mais au moins, il n'aurait pas de regrets. Je pense que Isaac Del Toro, à la sortie de ce Giro, va avoir énormément de regrets. Et ça, c'est un problème. Parce que quand tu es jeune, quand justement, tu es jeune et que tu n'as pas finalement grand chose à perdre, t'attends pas, donne tout. Donne tout. C'est le moment de tout donner. Après, tu auras beaucoup plus de responsabilités. On t'attendait pas sur ce Giro. T'étais pas le leader désigné. On t'attendait pas. Donne tout. Ne laisse pas s'envoler le rêve parce que tu veux montrer que tactiquement tu sais jouer, tu sais faire, etc. Donne tout. Ne calcule pas. Ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous avez la référence, lors de l'étape du Tour de France 2011, l'étape 18, on avait Cadel Evans, on avait Andy Schleck qui avait attaqué à 60 km de l'arrivée dans l'Isoa. Et il s'était retrouvé dans la vallée avec Maxime Montfort. Et ils avaient creusé un écart de 4 minutes. Et Cadel Evans, qui était le deuxième du classement général et l'ultra favori pour remporter le Tour, en excellente position. Il y avait Thomas Voeckler en jaune, mais lui, il était le favori parmi les favoris, puisqu'il y avait le contre-la-montre de Grenoble qui lui convenait parfaitement. Il avait deux choix. Il avait la possibilité de jouer avec les autres, quitte à assurer un podium peut-être, mais de perdre le Tour de France, ou alors de prendre un risque, de se mettre, de dire j'oublie les autres, mon but c'est de gagner le Tour de France, c'est mon seul but, je sais que j'ai les jambes, je sais que je peux le faire. Le risque évidemment c'était que Contador, que d'autres, je sais pas, Vauclair, Basso, peu importe, lui mettent une mine céleste et le laissent sur place, ou Frank Schleck d'ailleurs plus tard. Mais le but, c'est de tout donner, de ne pas avoir de regrets. Parce que quand on perd tactiquement et qu'on a des regrets, c'est une catastrophe. Au moins, tu n'as pas de regrets. Donc ça, c'est quand même une chose que Del Toro aurait dû faire dans le Finestré, surtout quand on est rentré dans la partie de gravel où il y avait 1 minute 30. Alors, en ce qui concerne un autre débat que j'avais envie d'avoir sur les plateaux du Giro ces dernières années. Le Giro affronte un problème qui est de plus en plus récurrent, qui revient de plus en plus ces dernières années, contrairement à la Vuelta, on va expliquer pourquoi, qui est le plateau est souvent le plus faible des 3 grands tours. Ça peut paraître paradoxal, mais le Giro a un plateau toujours le plus faible, en général, hein. C'est pas tout le temps le cas, mais en général ces dernières années, il a un plateau très faible. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que évidemment, tout le monde le sait, l'objectif principal c'est le Tour de France pour les grands leaders. Aujourd'hui, on a 3 grands coureurs de grand tour. Et les autres se disent, contre eux, je n'ai aucune chance. Les secondes mains, les seconds couteaux vont aller se concentrer sur le Giro. Et donc, ça permet d'avoir une course peut-être plus ouverte, mais une course avec pas les meilleurs coureurs du monde. Et bon, ok. Est-ce que c'est une bonne chose pour le Giro? Non. Parce que, évidemment, que
Je pense que la valeur d'un grand tour, elle se mesure pas seulement, au grand tour que tu gagnes, mais dis-moi devant qui tu gagnes et je te dirai si tu es un grand champion. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je pense personnellement que même si Roglic a plus de victoires que Jonas Vingegaard, même si Roglic a plus de grands tours que Jonas Vingegaard, il est très en dessous de Jonas Vingegaard parce que ce qu'a fait Jonas Vingegaard, les gens ne comprennent pas. Il a battu Tadej Pogacar. Il a battu 2 fois Tadej Pogacar. En un contre un, en duel. Il a réussi à le battre 2 fois. Il a perdu 3 fois. Il a perdu 2 fois contre lui, attention. Hein. Il a perdu aussi contre Tadej Pogacar. Mais il l'a battu 2 fois. Et justement, c'est pour ça que cette rivalité, euh, pour moi, est mythique et la plus grande rivalité de l'histoire moderne du cyclisme et peut-être même de tous les temps. Parce que c'est une rivalité qui n'a pas de pareil. Si on prend les autres rivalités récentes, même plus anciennes, il y a toujours un des deux qui domine l'autre. C'est-à-dire factuellement qui domine l'autre, au terme de résultats. On peut prendre la dernière rivalité en date qu'on a eue sur les grands tours, c'est-à-dire Froome-Quintana, avant Pogacar-Vingegaard. Froome-Quintana, t'avais grosso modo Froome qui écrasait Quintana, et Quintana qui l'a battu une fois sur la Vuelta en 2016, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on avait une hiérarchie claire, et sur le Tour de France encore plus marquée. On avait Froome premier, Quintana deuxième. C'était ça la hiérarchie. Et Quintana qui essayait de battre Froome, mais il y avait toujours quelqu'un d'au-dessus. Andy Schleck, Alberto Contador, c'était à peu près la même chose. On avait Andy Schleck et Alberto Contador, la rivalité, le duel qui était spectaculaire, mais on avait Contador au-dessus d'Andy Schleck. Armstrong Ulrich, pareil. Ulrich Armstrong, c'était spectaculaire, mais il y avait toujours Armstrong au-dessus d'Ulrich. On n'avait pas ce truc-là où il y avait un gars qui gagnait une fois et l'autre qui gagnait 2 fois. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'unique. Vraiment quelque chose d'unique. Et ne pas avoir l'un des deux sur le Giro, il manque quand même quelque chose. Moi, le côté historique, ça manque. Quand t'as pas Vingegaard, quand t'as pas Pogacar sur un grand tour, ça me manque. C'est le dieu. Pour moi, je vais dire la vérité. Hein. Il y a beaucoup de courses qui sont très attendues toute l'année. Évidemment, Milan San Remo très attendu pour le duel Van Der Poel-Pogacar. Évidemment, le Tour des Flandres. Évidemment, Paris-Roubaix. Euh, évidemment, Liège. Des fois, là, même ça fait pchit cette année avec Evenepoel-Pogacar. Mais la course que j'attends le plus, chaque année, et la rivalité que j'attends le plus chaque année, moi, en tant que fan de cyclisme, c'est le duel Vingegaard-Pogacar. Pour moi, c'est la quintessence du cyclisme, ce duel. C'est le plus grand duel du cyclisme moderne. Il y a même pas de discussion là-dessus. Et pour revenir à Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, il est très jeune, déjà. On ne sait pas où il va aller. Mais il a un avantage et un inconvénient par rapport à Ayuso. Je pense que, par exemple, si on compare à Ayuso, ils ont à peu près le même âge, même Ayuso un peu plus âgé, mais ils ont à peu près le même âge. Ayuso, c'est un coureur purement de grand tour. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, quand j'ai présenté les 10 meilleurs grimpeurs du monde 2023-2024. Del Toro n'était pas encore là. Il faut que je refasse peut-être un classement. Mais je le dis, il y a vraiment, et là c'est clair, très clair, une hiérarchie en ce qui concerne les grimpeurs. C'est-à-dire que pour moi, Isaac Del Toro et Ayuso, ils ont à peu près le même niveau en montagne intrinsèquement. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ça dépend de la forme, ça dépend du truc. En contre-la-montre, par contre, Ayuso est largement au-dessus de Del Toro. Mais par contre, Ayuso n'est pas un coureur de classique du tout. C'est le pire coureur de classique possible. Il n'est pas du tout explosif. Il n'a pas d'explosivité. Il passe les vallons, il n'est pas truc. Les pavés, je pense pas qu'il soit bon truc. Le placement frotté, je sais pas si c'est son truc. Je pense pas que ce soit un bon coureur pour les classiques du tout. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait pour les classiques. Mais Del Toro, lui, il est fait pour les classiques. Et je pense qu'il gagnera peut-être un jour les Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège. De là à faire ce que fait Pogacar, c'est-à-dire briller sur les Flandriennes, j'y crois moins. Honnêtement, j'y crois moins. Je peux me tromper, mais j'y crois moins. Je pense que Pogacar, ça reste unique, et je pense pas qu'on verra un coureur aussi capable de briller sur les grands tours, les Flandriennes et les Ardennaises, comme Pogacar le fait. Je pense pas que ce soit possible. Je connais je vois pas Del Toro le faire non plus. Donc ça, c'est clair pour moi. Ensuite, on va parler de Simon Yates. Alors, Simon Yates, il a fait une course tout le temps très intelligente. C'est-à-dire que Simon Yates, il s'est pas fait piéger quand il y avait les chutes, il est tout le temps très bien placé. Il n'a pas chuté.
il était toujours attentif, il a toujours placé les bonnes cartes, les bons pions au bon moment, c'est-à-dire dans les échappées avec Van Aert, avec Bart Lehmann et compagnie. Et surtout, il a pas fait d'erreur. Mais physiquement, était-il le plus fort? Tout au long de ce Giro, j'ai envie de dire non. Physiquement, il était en dessous de Carapaz et de Del Toro sur ce Giro. Mais, et c'est tout la perversion de cette étape, c'est toute la perversion de ce parcours. Il y avait une étape où il fallait être super. Il y avait une seule étape où il fallait être super. Les autres étapes, même si tu perds, c'était une question de seconde. À chaque fois, c'est une question de seconde. Euh, T'es pas bien sur le Mortirolo, c'est pas grave, parce que c'est très loin de l'arrivée, parce que de toute façon, il n'y aura pas de gros écarts, et que de toute façon, ce sera une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes. T'es pas bien sur l'étape des Strade Bianche, c'est chiant, mais tu vas pas perdre énormément de temps. C'est pas grave, tu vas perdre 30 secondes, 40 secondes, c'est pas grave, c'est pas la mort. T'as pas besoin d'être le meilleur. Mais il y a une étape, une seule étape, qui était la plus importante. C'était celle du Finistré. Et c'était là. Si on prend une analogie de PCM Pro Cycling Manager pour ceux qui jouent, c'était la journée, il fallait avoir plus 3. C'était la journée, c'était celle-là. Il y avait pas d'autre journée, c'était la journée. C'était ça. Il fallait être super ce jour-ci. C'est, encore une fois, c'est le gros désavantage de ce Giro. C'est-à-dire que le Giro ne récompense pas cette année le meilleur coureur, mais récompense le meilleur coureur le jour du Finistré. C'est très important de comprendre ça. Et c'est tout le problème. Simon Yates était là pendant 3 semaines, mais il n'était pas le meilleur pendant 3 semaines. Il y a eu une journée, une étape où il fallait être super. Parce qu'il n'y aurait pas d'autres occasions, il n'y en aurait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres moments comme le Finistré. Il n'y avait pas d'autres étapes comme ça, mythiques. Il n'y a pas de Zoncolan, encore une fois, pas de Stelvio, pas de trucs, ces trucs-là n'existaient pas. Et il a été là exactement au rendez-vous. Est-ce que c'est un. Évidemment, il y a une part de chance. D'être dans un super jour comme ça, le jour J, etc. Il y a une part de chance quand même. Il faut le dire, il y a une part de chance, il y a une part d'aléatoire. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que Van Aert, pour moi. Alors, si Van Aert n'avait pas été là, est-ce que le Giro aurait été gagné pour Simon Yates? Je pense que oui. Il faut être objectif. Mais on va dire clairement, il a mis le clou, il a enfoncé le clou. C'est-à-dire que Van Aert s'il n'a pas fait gagner le Giro à Simon Yates, il a certifié le Giro. C'est-à-dire que on savait qu'au moment où il y avait 1:30, quand il bascule, ou 2 minutes, 1:30, et que tu as Van Aert dans la descente et sur la plaine et sur les pentes à 2%, tu sais très bien que tu vas reperdre une minute sur Van Aert. Tu sais très bien que tu vas reperdre une minute, et après, c'est fini. Et après, c'est terminé, même s'ils avaient roulé derrière. Même s'ils avaient roulé derrière. Et donc Van Aert a fait un travail formidable, mais il faut comprendre que Van Aert, c'est pas seulement, parce que j'ai lu des commentaires qui ont dit ouais, Van Aert a juste fait la descente et un petit peu le faux plat, etc. C'est vrai. En termes de kilométrage, il a travaillé 10 km. Mais l'exploit de Van Aert, c'était qu'il a réussi, et ça c'est quand même assez fou, il a réussi à, écoutez bien, prendre suffisamment il a réussi à tenir, pardon, il a réussi à tenir suffisamment pour basculer avant Simon Yates. Et ça, c'est un sacré exploit. On ne se rend pas compte. Je crois que Van Aert a concédé sur l'ascension sur Harper, qui est un pur grimpeur, il a concédé, je crois, 3 minutes sur le Finestré seulement. Quelque chose comme ça. 3 minutes, 3 minutes 30. Ce qui est rien du tout. Ce qui est rien du tout. Et ça, pour moi, alors évidemment, on va parler du grand Wout van Aert 2022, on le retrouvera plus au Wout van Aert. Ce Wout van Aert de 2022, vous pouvez l'oublier. D'ailleurs, pour moi, Van Aert en 2022, c'était un ovni. Van Aert en 2022, il a jamais rien fait de pareil, hein. 2022, pour moi, c'était vraiment n'importe quoi, Wout van Aert. C'était vraiment n'importe quoi. C'était le meilleur Wout van Aert que j'ai jamais vu de ma vie. Mais il ne retrouvera jamais ce niveau 2022. Vous pouvez toujours oublier 2022. Oublier 2022, c'est pas une référence. Il ne sera plus jamais à ce niveau-là. Mais il a fait gagner avec certitude le Giro à Simon Yates, c'est sûr. Ce relais-là des 10 km, il était critique. Il était tellement crique, il a repris cette minute 30 qui a mis le clou. Évidemment, Del Toro a aidé, de mettre ce clou encore plus en ne roulant pas. Alors ça, c'est quelque chose que j'en ai parlé. Mais, mais vraiment,
Vraiment, c'est dommage. Alors, on va parler du troisième larron, Carapaz. Carapaz, il a couru comme il fallait courir. Il n'a pas fait d'erreur. Simplement, il faut dire la vérité, il était moins fort que Del Toro, ou au moins aussi fort. Voilà, il était moins fort que Del Toro, c'est tout. Il y avait pas de si vous voulez, Carapaz, il a couru comme il voulait, comme il fallait. Il a pas fait d'erreur. Heu, allez, si, si, il en a fait une seule, pardon. Il a fait une seule erreur. Je vais essayer d'expliquer. Il a fait une seule erreur. Sur ce Giro, il en a fait une seule. Et la seule erreur qu'il a faite, c'est sur l'étape 17. C'est pas aujourd'hui, qu'il perd le Giro, pour moi, c'est sur l'étape 17. Je rappelle le contexte. On avait cette étape 16 où Del Toro était moins fringant, où il était pas super, il était pas en confiance et cetera. On avait le Mortirolo, certes, qui était pas le grand Mortirolo, mais qui était difficile et qui était à 50 kilomètres de l'arrivée. On avait Georg Steinhauser devant. Steinhauser était devant, il avait de bonnes jambes. Il était devant, il pouvait servir de point d'appui. Il avait l'équipe il avait une équipe solide qui pouvait mettre un gros tempo sur Mortirolo qu'ils ont fait. Au lieu d'attaquer à 2 kilomètres du sommet, il fallait attaquer beaucoup plus tôt. Il fallait attaquer à 6 kilomètres du sommet, 5 kilomètres du sommet. Pourquoi? Parce que s'il voulait vraiment faire perdre Del Toro, c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Il ne pouvait pas savoir, mais quand tu peux reprendre du temps dans un grand tour, tu le fais. Et quand tu te sens bien, quand tu te sens en confiance et que l'autre il n'est pas en confiance, c'est le moment parce que les choses peuvent tourner très vite. Les choses peuvent tourner très vite. Et sur cette 17e étape, il avait l'occasion, je pense, de vraiment gagner le Giro et il ne l'a pas fait. À part cette erreur-là de Richard Carapaz, sur cette 17e étape, il a couru très très bien, il a été agressif tout le temps. Sur cette étape du Finistré, honnêtement, il a fait ce qu'il fallait faire. Simplement, il a fait exactement tactiquement ce qu'il fallait faire. Il a attaqué, il a tenté, voilà. Del Toro, il n'a pas réussi à le lâcher. À partir de ce moment-là, il avait rien d'autre à faire. Finir deuxième, finir troisième, c'était pas important. Et la deuxième place, c'était pas ce qui l'intéressait le plus. Il n'a pas fait perdre Simon Yates pour finir deuxième, ça n'avait aucun sens. Donc, il a très bien couru. Euh, on va finir cette vidéo sur une petite mention honorable d'Egan Bernal. Egan Bernal, pour moi, a fait un Giro magnifique. Il a fait un Giro magnifique. Il a été agressif. Il a tenté. Certes, il ne retrouvera jamais son niveau. Mais le voir septième d'un grand tour, ça fait vraiment chaud au cœur et ça montre à quel point c'est un immense, immense, immense champion. Euh, il n'a plus la capacité physique de faire ce qu'il faisait. Il ne retrouvera jamais cette capacité physique. Malheureusement, cette chute, c'était irrémédiable. Mais franchement, de voir ça, c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Merci Egan Bernal parce que c'est un message vraiment pour tous les gens qui ont subi des accidents, des choses comme ça, etc., des blessures et compagnie, de le voir se relever, de le voir sur un vélo et de nouveau le retrouver offensif, de nouveau le retrouver à ce niveau-là, c'est quand même extraordinaire. Alors, bilan final de ce Giro, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, un agréable Giro, très agréable. Finalement, le parcours a plutôt permis le spectacle plutôt que de ne pas le permettre. Le parcours, qui était, en dents de scie, moins difficile et cetera que les autres années, a justement permis de maintenir ce suspense et surtout d'avoir des protagonistes qui attaquaient même s'ils n'étaient pas les meilleurs parce que le parcours était pas si difficile que ça et finalement le bilan est très positif et on va voir le Tour de France. Là, les choses sérieuses commencent avec le Critérium du Dauphiné la semaine prochaine. Demain pardon, je crois que c'est demain. Et évidemment, le Dauphiné, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, là, on retrouve du sérieux, du très, très grand niveau. Évidemment, le Dauphiné ne désignera pas le vainqueur du Tour, mais il nous donnera au moins une clé, de savoir qui en est où, heu, par rapport à la préparation. Est-ce qu'on est, à 90-85? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas? On va savoir pour les favoris. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.